Cette semaine au podcast Ordinaire, j'en reçois Janelle et Azilex qui sont les propriétaires de Maison Cocktail, qui sont aussi un couple. Donc, on a parlé vraiment de la dynamique d'un couple en affaires. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est une start-up de seulement 9 mois. Azilex, dans le fond, travaille dans le milieu des bars durant des années et ont créé carrément une solution pour aider les restaurateurs à créer carrément des drinks. J'en ai bu plusieurs sur le show aujourd'hui. C'est excellent et c'est intéressant de parler des fois justement des startups pour voir leur procédé. Puis tu sais, des fois, entrepreneurs, on veut se lancer dans le vide, on court. Des gens comme moi qui on va juste trop vite. De leur côté, ils ont été patientes, ils ont travaillé leur plan d'affaires, ils ont vraiment eu des très très bons conseils pour tous les futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Ordinaire. Azilex, c'est Janelle. Est-ce que je prononce bien? Janelle, ça me fait très anglophone. C'est parfait. Je commence ça directement. Ça peut donner. Oui. Ça ne sera jamais Janelle. Janelle. Est-ce des gens qui Janelle. Janelle, Ouais, j'aime mieux ça. Azilex, c'est bien prononcé. Azilex, c'est bien prononcé. Non, Azilex, c'est bon. On commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bienvenue au podcast Ordinaire. Merci beaucoup de vous être déplacés malgré le génial trafic de Montréal. Oui. Ben, merci. Merci à vous d'être ici. De Maison Cocktail, on jase ensemble aujourd'hui de cocktails et j'adore, je suis un grand amateur de cocktails et je vois déjà ce que tu m'as amené aujourd'hui ici, fait que très très hâte de tester ça ensemble. Podcast Ordinaire, on reçoit des gens qui sortent de l'ordinaire pour mille et une raisons. On discute ensembre de la création d'entreprise, mais j'aime beaucoup commencer par la base et revenir un petit peu plus dans le passé. Donc Azilex, si je comprends, tu étais dans la restauration durant d'innombrables années. Je crois que tu as commencé à 18 ans? J'ai officiellement dans les bars à 18 ans, mais honnêtement, depuis que j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, je travaillais déjà dans des restaurants. Là. J'ai commencé au McDo. Ben c'est bien. C'est un bon premier start. Ouais. Puis par la suite, tu es resté dans la restauration durant des années. C'est ça. Puis tu n'as jamais vraiment quitté ce domaine-là, j'imagine? Non, pas vraiment. Ben j'ai essayé. J'ai essayé de faire autre chose. Je travaillais un peu en immobilier classique aussi quand on est dans les bars. Je travaillais en service à la clientèle généralement. Mais oui, je suis passé de restaurant à bar quand j'ai eu 18 ans. Après ça, un peu plus dans les bars à cocktails, plus raffiné, restaurant, puis éventuellement, dernièrement, dans les hôtels, jusqu'à ce qu'on commence notre entreprise. Puis là, je me suis plus lancé là-dessus. J'ai eu la chance dans le fond, Mindblow, ici, les canettes de boissons énergentes, c'est mon entreprise. Pour un événement, on a été faire de la mixologie pour tester. Je sais que souvent, on n'est pas supposé mixer boissons énergentes et cocktails, mais on le fait pour le plaisir. Puis j'ai eu la chance de découvrir un petit peu plus la mixologie, parce que pour moi, la mixologie, c'était vodka soda, puis c'était assez straight. Découvrir vraiment les différentes essences et les trucs, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que j'imagine que tu as pu vivre un petit peu ça aussi à travers les, comme tu disais, un peu plus raffiné, un peu plus high-hand. C'est ça, c'était vraiment très, très cool. On a commencé avec la base, puis éventuellement, j'ai voulu me perfectionner puis en apprendre un petit peu plus. J'adore ça. Moi, c'est certain que j'aimerais énormément goûter aujourd'hui. Oui. Fait que pendant que je vais avec Janelle, est-ce que ça te dérangerait qu'on peut-être se sert un petit verre, qu'on peut essayer de tester avec plaisir? Génial. Janelle, je pense que tu es en affaires depuis que tu as 21 ans? Oui, 21 ans. Je suis partie mon affaire individuelle. OK. C'est comme fait des gestions des événements. OK. Puis après ça, j'ai décidé de prendre un petit peu de pause pour aller explorer d'autres carrières. J'étais agent bar pour Air Canada pour un petit bout à Toronto. Puis ensuite, j'ai reviens à Montréal. Puis en fait, j'ai appliqué pour Transat. Okay. J'étais avec Transat pour à peu près 6 ans comme agent bar. C'était excellent, j'ai adoré ça. Ouais, ça a l'air cool. Puis ensuite, j'ai décidé d'avoir une petite famille. Là. J'ai un enfant de 8 ans, nice. mon amour, Aiden. Puis après, j'ai retourné encore dans l'aviation, mais plus agent voyage. Okay. Puis, tu sais, j'ai décidé, OK, avec la COVID et tout ça, mais un petit peu avant, j'ai pris un petit hobby, en fait, en coiffeur. Okay. Alors, j'étais Barbie pendant un certain temps. Après, je suis devenue coiffeuse, puis je travaille vraiment dans un salon super cool. Ça s'appelle Queen of the World. Okay. Puis, durant le temps que j'étais là, on a eu numéro 1 comme salon de coiffeuse. Comme le meilleur aussi. salon classé? Oui. Ah, ouais.
J'étais vraiment fière de ça. Ben oui. Ensuite, la COVID a frappé puis tout ça, puis je parlais avec Azilex, puis on dit, OK, check. Moi, j'ai un petit peu aussi l'expérience en bartending. Je l'ai fait mon cours de bartending, en fait, durant les saisons des mises à pied, là, quand j'étais mise à pied à Transat. Et je dis, ben, moi, j'ai déjà comme un petit peu l'expérience à partir de mon propre business. Je dis, ben, on essaie de faire ça, puis on verra comment ça se vend, puis ça se vend très bien jusqu'à ce moment. Comme ça? Oui. C'est génial. Ce que je parlais justement avec Christine, c'est que tu as fait beaucoup d'emplois différents à la base, là, qu'on avait justement, comme on dit, coiffeur, tu as parlé d'agent de bar, agent de voyage. Qu'est-ce qui t'a peut-être justement, c'est-tu la COVID qui t'a comme mis sur ton chemin ce retour-là en affaires? Penses-tu que tu serais encore peut-être aujourd'hui dans ces autres emplois-là, peu importe lesquels, s'il n'y aurait pas eu justement la COVID, peut-être? Mais je pense que moi, j'allais toujours vers la passion. So, pour moi, j'étais toujours passionnée par les cheveux, aussi par les voyages. Aussi. So, c'est certain que parce que j'ai comme assez d'expérience dans tous ces secteurs-là, c'est sûr que oui, j'ai parti un business en cocktail, mais en ce moment, j'ai travaillé pour un autre business en coiffeur. J'ai fait comme genre peut-être 2 ou 3 business qui vont relier tout ensemble. Ça, c'est comme mon but comme entrepreneur. Ouais. Azilex, je pense que tu as déjà préparé les différents cocktails. On a même eu un petit ASMR en même temps pendant qu'on discutait d'avoir les sons qui... J'essayais de ne pas interrompre, mais la canette qui s'ouvre, le petit ASMR. Moi, j'adore ce son. Donc, j'ai fait 3 mix différents. Tu me diras lequel tu veux essayer en premier. Nous, on les a tous essayés plusieurs fois. Veux-tu me les présenter? Donc, le premier, c'est un petit mix de mangue. De base, c'est un de nos meilleurs vendeurs. C'est celui que je pense qu'on produit le plus de manière générale. Puis on l'a mélangé avec du soda, tout simplement pour vraiment garder le goût de la mangue. Le deuxième, c'est un cocktail qu'on a chez un de nos clients. C'est un cocktail custom qu'on a fait pour eux. Ça s'appelle le Barry Allen. Normalement, des fois, on peut ajouter un petit peu d'alcool dedans, mais cette fois-ci, on l'a fait sans alcool. Donc, on est allé avec canneberge, pomme grenade, bleuet. Puis on l'a allongé avec un petit limonade sicilienne de Fever Tree, un de nos grands collaborateurs. Et puis le dernier, c'est un peu plus classique, mais avec une petite twist. Donc, on a un mix sour de base, qui est comme l'équivalent d'un petit sirop simple avec du jus de lime, jus de citron. Et puis, on l'a allongé sur le top avec un petit mix thé pois papillon signature qu'on a. Ça a l'air mauve comme ça, mais interpelle beaucoup. Je pense que je vais essayer celui-là en premier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis, on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc, à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc, vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon, sur Amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. J'ai besoin de comprendre quand même, est-ce que le principe premier de Maison Cocktail, c'est de viser davantage les mocktails ou c'est... Je sais qu'en ce moment, il y a un gros vibe autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Moi-même, j'ai fait un mois, là. J'aime le goût de l'alcool, j'aime l'alcool. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de popularité autour des mocktails. C'était une de vos approches principales ou au contraire, c'est juste de créer quelque chose qui était possible dans les deux voies? Parce que là, techniquement, j'ai des mocktails aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Ben écoute, je vais y aller en premier, puis après ça, je vais laisser parler un peu, parce que les deux, on est pas mal sur la même voie par rapport à ça. C'est sûr que dans les bars et restaurants, on va servir des cocktails, mais on a remarqué, nous, une tendance qui se rapproche plus vers les mocktails, ou peut-être pas nécessairement sur les mocktails, mais les trucs qui sont un peu plus low ABV. Ce qui permet de peut-être en prendre un petit peu plus pendant la soirée. Donc l'idée, c'est de moins boire, mais mieux boire. Fait qu'on boit au moins de la qualité, on apprécie ce qu'on boit, puis on prend notre temps au lieu de juste caler des shots toute la soirée, puis être off pendant 2-3 jours. C'est ce que j'aime. Sur le podcast, on reçoit des gens de différents milieux, beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des gens d'autres secteurs aussi. Mais en général, c'est quelque chose qui est quand même revenu beaucoup cette saison, de gens qui ont complètement lâché l'alcool. Puis je veux dire, j'ai eu 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai vécu les 2 passes de ma vie où est-ce que ça a été gros party, puis
je pouvais en prendre. Aujourd'hui, si je prends 2-3 verres, on dirait que je suis handicapé pour le restant de la semaine qui va suivre. Fait que c'est le fun d'avoir des alternatives comme ça quand même. Puis honnêtement, c'est excellent. Là. J'ai déjà d'essayer les autres, mais celui-là, il est très sour. Puis c'est le genre de cocktail que j'aime beaucoup. Des mocktails comme ça, là, je suis vraiment... T'avais-tu des points à rajouter par rapport à... Mais je pense que, avec Maison Cocktail, on essaie de vraiment trouver comme les solutions cocktail en général. Okay. Pour nous, c'est vraiment les qualités premium. Puis on essaie vraiment de comme éviter d'utiliser certains sucres puis certains ingrédients qu'on sait que éventuellement c'est pas bon pour le corps. Ouais. Alors, côté mocktail, tu vas essayer d'utiliser d'autres plantes, d'autres choses qui peuvent donner quand même un genre de buzz. Mais aussi, ce même cocktail-là, tu peux l'utiliser aussi avec les alcools comme les gins et tout ça. Mais en général, je trouve pour nous, c'est vraiment pour comme pousser les qualités. C'est vraiment les qualités. C'est pas les mottes, là, de sachet. Mais ça veut pas dire que c'est mauvaise. Ouais. C'est juste qu'on vraiment travaille beaucoup sur les R&D avec ça. On a un chimiste qui travaille avec nous pour vraiment trouver un bon balance pour, comme je dis, pour vous, t'aimes ça, les cocktails sûrs. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui va goûter ça et dire « Ah, c'est trop sucré ». Alors, vraiment, on essaie de trouver vraiment un balance umami, là, pour que everyone is, like, happy with it. Ouais. Parce qu'en général, comme ça, tu as fait un mix. Donc, tu as mixé 2 différents. Est-ce que c'est ça l'objectif, habituellement? Parce que là, mettons, si je vais tester le rouge avec plaisir. Est-ce que c'est une sorte? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs? Je n'ai pas nécessairement vu travailler durant que tu le faisais. On peut faire les deux, en fait. Tu peux l'utiliser tout seul, comme on peut prendre... exemple, le Barry Allen avec le mix de mangue, puis ça va faire un très bon cocktail aussi. L'idée, c'est que c'est pas des sirops. Souvent, on parle avec les gens, puis ils sont comme, vos sirops? Je suis comme, c'est pas nécessairement un sirop, mais il peut avoir un sirop dedans, un élément sucré, puis un élément plus acide qui va venir balancer. Fait qu'exemple, quand on travaille avec nos clients dans les bars et restaurants, c'est vraiment easygoing, dans le sens que le barman, même dans le rush, ou même avec peu d'expérience, il peut faire des petits mélanges, puis ça va quand même goûter bon. J'aime ça. Ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un bar puis de faire comme, OK, ben on va tout changer les recettes random. On va mettre lui avec du gin, lui avec de la vodka, mélanger ces deux-là ensemble, puis c'est tout le temps bon. Fait que c'est ça le but, c'est de faciliter la vie pour les barman puis pour les propriétaires de bars et restaurants. Je sais que vous avez dit ça à Max aussi, que ce n'est pas un premix. C'est pas quelque chose qui doit être vu comme un premix, c'est vraiment quelque chose de plus premium, comme tu l'expliquais un peu, de la qualité premium, puis par la suite, l'utilisateur, le barman ou whatever qui en fait son expérience, donc que ce soit alcoolisé ou pas alcoolisé, c'est bien ça? Exact. Oui, c'est ça, exactement. C'est par exemple, celle-là, le Barry Allen, on fait ça pour un de nos clients. Les Barry Allen pouvaient utiliser ces solutions aussi pour faire des cosmos. Tu cosmos, ou tu peux l'utiliser pour comme faire des spritz ou quoi que ce soit. Comme par exemple avec l'effet papillon, tu peux mettre un petit peu l'acidité, puis ça va changer la couleur, comme un petit peu comme la Gin Blue Royale ou Empress. Mais c'est sans alcool. Alors, on essaie vraiment de comment on dit ça? C'est essayer de comme vraiment faciliter le processus de système de bar. Ça, c'est vraiment là. Puis, le consistance, c'est vraiment important pour nous. Ça, c'est tout le temps la même chose chaque fois. Chaque fois qu'un client vient, puis moi, je veux un margarita, ça va goûter tout le temps la même affaire, même si c'est un bartender qui a commencé, ça fait 2 semaines. Ça, c'est vraiment... on aime ça appeler ça des solutions. Oui. Un peu comme dans le monde scientifique, quand tu travailles avec des liquides, souvent, c'est une solution A, solution B, tu les mélanges ensemble. Donc, c'est ça un peu le concept derrière ça. Oui. Je pense qu'on est dans un type de je vais pas dire un struggle. Pour moi, c'est un struggle présentement. T'sais, nous, on a celui-là, on a le supplément aussi. Puis le supplément, lorsqu'on mentionnait supplément ou dans un pot ou autre, on est comparé au gym. Fait qu'en ce moment, on est en train de dépersonnifier tout ça en changeant le vocabulaire, en utilisant formule, en utilisant peut-être même une pouch. Ouais. Et c'est de changer la perception des gens. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu ça que vous avez travaillé aussi pour essayer de vous enlever du premix ou du vocabulaire que les gens pourraient vous donner à la base, qui au final, c'est comme techniquement pas ça. Je suis pas mal d'accord avec ça parce que, exemple, pour moi, un premix, c'est quelque chose qui est vraiment prêt à boire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est prêt à shaker. Ouais. Faut quand même rajouter un petit peu de dilution. C'est pour ça que je les ai mélangés avec des sodas aujourd'hui. Ouais. Normalement, j'aurais mon shaker. Je pense que ça aurait été un peu dérangeant pendant le podcast. Mais normalement, au shaker, tu vas le shaker ou sinon tu vas mettre la glace dedans, tu vas le stir. Puis là, il va être
prête à boire en tant que mocktail. Là, si tu fais un cocktail, tu vas rajouter l'alcool. Fait que c'est vraiment une base qui est faite pour être mélangée. Si tu le bois tout seul, ça va peut-être être trop concentré. Mais c'est vraiment fait pour vraiment faciliter la job des barman. Puis quand on est à la maison, ben, mais la personne qui va faire l'expérience, elle veut quand même shaker son cocktail, même si tu veux pas faire ton propre sirop puis faire toutes les étapes. Mais au moins, tu as quand même l'expérience au complet, comme si tu étais un barman chez toi. J'adore ça. Justement, de ce que je comprends en ce moment, puis peut-être que vous allez me dire que ça va venir dans le futur, on est dans une expérience où vous recherchez du B2B. Donc, on travaille beaucoup avec les entreprises. Est-ce qu'il y a potentiellement, puis je sais que vous êtes avec encore vos premières années, ça fait quoi, 3 ans, je pense, que l'entreprise existe? Même pas. 9 mois. 9 mois? My God, OK. 9 mois depuis qu'on a lancé. C'est pareil. OK, on a passé encore plus que ça. Puis on est 60 clients, 60 restaurants qui travaillent avec nous en ce moment. Ça, nous, on est vraiment fiers. Puis tu vois ici, ça c'est vraiment, on commence maintenant les lancements des B2C. Ça se posait dans nos plans d'affaires dans le third year. Mais on a décidé vraiment de peut-être faire un soft launch en ce moment. Parce qu'on a quand même beaucoup de collaborateurs, par exemple Fever Tree ou Hendrix Gin, qui veulent vraiment collaborer avec nous pour ça. Ça, c'est vraiment grand pour une petite entreprise comme nous. Alors, mais pour les B2C, c'est quand même un autre projet, parce qu'il y a certains permis qu'on a besoin de faire, tout ça. So, maintenant, on va commencer avec les petites bouteilles des 4-11. Nous, avec nos restaurants, c'est vraiment, on est 2 distributeurs qui travaillent avec nous. On est Hector-Larrivée, puis on est à Duval. Ensuite, puis c'est les gros litres. Puis, ce nom de cette solution s'appelle Techie. So, Techie, c'est vraiment juste pour les bars et les restaurants. Ici, maintenant, ça va être vraiment premium, ça va être maison cocktail. Puis, en fait, on va essayer de vraiment aller pour comme plus les saveurs, puis les plans qui sont assez différents que qu'est-ce qui est sur le marché en ce moment. Puis, on va peut-être faire les boîtes de cocktails, tout ça, pour voir vraiment comment ça marche, comment l'agent réagit avec ça. Puis si ça pompe, bien, ça se peut peut-être qu'on va aller dans les magasins. Mais pour l'instant, on va aller vraiment pour les subscriptions ou les boîtes à cocktails ou faire la collaboration avec d'autres brands. So, on a un concours maintenant qui vont venir avec Fever Tree national. Puis en fait, c'est la première fois qu'il va y avoir Maison Cocktail, les 4-11 qui vont être distribués à la gagnante. So, c'est pour ça. Tu sais, pour nous, moi, j'ai très fière de nous, là, parce que... Oui, en 9 mois, c'est fou, là. C'est vraiment fou, là. Oui. Puis à dire que là, ça pourrait s'en aller le B2C comme ça. Puis quand tu dis 4 c'est-tu ce format-là? Oui, c'est ce format-là. Très, très cool. Très, très cool. Je sais que vous avez travaillé avec beaucoup d'incubateurs en affaires, si je comprends bien. Je vais être bien honnête, ça fait longtemps que je suis en affaires, mais je connais pas nécessairement ça. Et je sais pas si vous voulez m'en parler un peu, voir c'est quoi votre expérience, puis de voir à quel point ça peut vous aider dans votre entreprise aussi. Oui. En fait, moi, j'ai fait un incubator avec Yes Montréal. En fait, c'est un incubator, c'est pour les femmes qui veut commencer une entreprise ou qui déjà commencé une entreprise, mais voulait faire une expansion avec ça. C'est un incubator anglais. Alors, je pense que les partenaires, c'était à York University. Puis aussi, c'est subsidié par le gouvernement du Canada. So, on a fait cet incubator pour 3 mois. C'est excellent. Il y a beaucoup d'experts qui viennent chaque semaine. Vous avez des cours, ils ont aidé à faire un plan d'affaires. Aussi, dans notre cas, on a déjà ouvert notre business, on est incorporé. Alors, pour les autres filles qui étaient avec moi aussi, ça juste vient de commencer. Alors, il y a quand même des étapes qui ont été déjà établies. Nous, on a un business coach, s'appelle Michael. Juste pour dire qu'il est le meilleur business coach au monde. Puis Michael était vraiment avec nous au début, là. Comme on a dit, Michael, on n'a pas d'argent. OK, on a besoin là, d'avoir un petit peu d'argent pour faire les autres. OK, bon. Puis lui, il a fait un petit peu plan, une petite stratégie avec nous. Puis j'ai vu certaines, là, après 6 mois, après avoir comme genre 45 clients avec nous, il était comme, wow, guys, like... lui, il parle avec tout le monde dans l'édifice, on rentré là-dedans. Ah oui, c'est Maison Cocktail, c'est Maison Cocktail. Tout. Puis, en fait, je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'informations financières aussi. C'est quand même... C'est réaliste dans une façon que c'est juste 18% des femmes qui participent des entreprises à Québec. C'est ce que j'ai pu comprendre, qu'au niveau des femmes, je vais répéter ça, là, 18% de femmes entrepreneurs, plus au Canada ou au Québec? Au Québec. Au Québec. Mais, ce qui est quand même très bas, là.
en moyenne, à peu près, 65 des entreprises qui comme, comment c'est ça, qui ferment, chaque année. Alors, quand même, c'est pas un domaine qui est facile. Pour les femmes aussi, il y a certains obstacles que nous avons besoin de débattre pour ça. Ils ont donné vraiment beaucoup des tips, en fait, pour comment te gérer avec ça. Puis, en fait, tu fais comme un genre de pitch à un petit peu des investisseurs ou les juges. Dans notre côté, on avait gagné. OK, ah oui. Elle dit on a gagné, mais c'est vraiment elle qui a fait le pitch. Moi, j'étais plus en background. Pendant tout ce temps-là, nous, on travaillait quand même sur notre business. Puis là, c'était comme en expansion. Fait qu'on est parti de... qu'on vend genre 50 unités par mois à tout d'un coup, en même moment qu'on a commencé le incubator, on est passé à genre 200 unités par mois. Ouais. Fait que là, c'était un gros travail de tout ça. Puis en plus, comme travailler sur le pitch et le business plan en même temps. Fait qu'on a beaucoup collaboré avant, mais le pitch, c'est vraiment elle qui a fait une belle livraison devant les investisseurs. Puis ça a donné des bons résultats. Oui, j'étais vraiment surprise. J'étais comme, OK, on a gagné un prix de 10 000 qu'on a utilisé dans notre business. Puis aussi, j'ai fait les entrevues avec CBC aussi, que tout ça a quand même donné, ça a quand même mettre Maison Cocktail comme... Sur la map. Sur la map, oui. Moi, honnêtement, l'incubator, je trouve que c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment pour des personnes, je pense, qui veut commencer une entreprise. Si tu veux grow ton entreprise, peut-être pas c'est la bonne chose. Ben, c'est bon, mais il faut trouver un incubator spécifiquement pour ça. Ouais. Mais honnêtement, moi, je suggérais pour les femmes qui veulent commencer une entreprise, c'est parfait. C'est excellent. Quand tu es patient puis que tu veux commencer une étape à la fois, il y a des gens que je pense, puis je vais me prendre comme exemple, qui veulent juste sauter dans le tas, mais ça vient avec tellement de lack of understanding. Des fois, c'est comme, tu sais, j'ai pas d'éducation, tout ce qui est finance, tout ce qui est ça, c'est pas mon dada. Moi, il y a le côté création, mais ça vient avec toutes ces lacunes aussi. Fait que je pense que des fois, d'avoir fait des choses comme ça, ou d'encourager les gens à la maison qui aimeraient se lancer en affaires, de commencer des fois par ces choses-là, ou de s'entourer de bonnes personnes. Je sais pas si vous avez eu des subventions ou des trucs, ou si vous avez travaillé de ce côté-là, mais je sais qu'il y a tellement de ressources qu'on peut aller chercher. Et quand on parle de la quantité de compagnies qui ferment, je suis sûr qu'on leur demanderait, avez-vous été chercher de l'aide gouvernementale d'un côté ou d'un autre? Ils vont sûrement dire non. C'est rare qu'on fait ça. C'est drôle parce que même les subventions, là, nous, ça va faire bientôt 1 an qu'on est comme solide puis ça roule. Puis ça monte à chaque fois. Puis même à ça, on a quand même des fois de la misère à trouver des trucs qui s'adresseraient à nous parce que souvent, il faut être en business pendant au moins 1 an. Oui. Des fois, pendant 3 ans, il faut que tu vendes 300 000. Là, tu as accès à beaucoup, beaucoup de trucs. Fait que nous, la manière qu'on a commencé puis comment on a travaillé avec notre coach, c'est vraiment, OK, ben, on a beaucoup de ressources. On est very, very resourceful, les deux. Fait que c'est vraiment beaucoup de collaboration, beaucoup d'échanges de services des fois pour être capable de se rendre où on a besoin de se rendre, puis beaucoup de recherche pour aller trouver de l'équipement qui va faire ce qu'on veut faire, mais à petite échelle, parce que l'équipement qu'on a besoin, ça existe, mais c'est genre des 20-30 000 $ pour une machine qui va faire un gros volume. Maintenant, on peut travailler avec des plus petits volumes, puis éventuellement, quand on va être rendu là, on va pouvoir prendre de l'expansion. Oui. Scaling. Oui, je pense que la chose que moi, je trouve que c'est plus importante, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent que, OK, moi, j'ai besoin comme tel argent pour commencer une entreprise. Oui, un petit start-up. Ouais. Mais pour nous, dans notre cas, on n'a pas un start-up. On avait juste leur connaissance de l'industrie, puis on dit, OK, bon, on sait comment faire les bons cocktails. Azilex a 15 ans d'expérience. Moi, j'essaie comment faire une bonne stratégie marketing. So, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, tous les collaborateurs qui travaillent avec nous, on est les gros brands. On est comme Diageo, on est aussi Hendrix, on est aussi Memento Brasserie. Alex, là, c'est un de nous comme early evangelist, on appelle ça. C'est vraiment quelqu'un qui était vraiment là avec nous au début. Puis, honnêtement, là, c'est quelqu'un, je trouve, lui, il a plusieurs types d'affaires. OK? Puis c'est quelqu'un que moi, j'adore.
Je sais que Azilex aussi. Moi aussi, j'adore. Mais pas moi. Non, on a des super belles collaborations avec lui depuis le début. Puis comme elle a expliqué, il y a plusieurs entreprises différentes. Puis lui, c'est le genre de gars, il aime ça encourager du local, il aime ça encourager les nouveaux entrepreneurs. Fait qu'il a comme pas peur de partager ses connaissances avec nous. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle beaucoup parce que je sais que peu importe où on va être rendu dans notre parcours, plus tard, quand ça va aller encore mieux que ce que ça va maintenant, mon but, c'est toujours d'aider le prochain. Fait que d'avoir des gens comme ça qui nous aident quand on vient de commencer, c'est très... on est très reconnaissant de ça. Je pense que le network, c'est vraiment... Oui, tout. Je le vois comme... C'est fou à quel point... Il y a des gens qui vendent des produits de mauvaise qualité, puis des fois, ils ont des networks ou juste de la visibilité, puis ça peut réussir, mais je pense que quand tu as un produit de qualité, un network, des bonnes intentions, comme tu l'as mentionné un peu, comme c'est tellement important. Ouais. À la base, c'était ça un petit peu le podcast, c'est capable de parler à des gens sharp, puis de connecter ensemble, puis de faire des choses qui sont le fun aussi. Mais quand tu te rends compte de la qualité de gens qu'il y a, puis que des fois, c'est des gens qui sont à un tout autre niveau en affaires que toi, là, mais qui va peut-être vouloir récompenser ou aider lui-même de 20 ans quand lui aurait commencé. Fait qu'il va prendre les entreprises qui commencent. Puis il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très, très cool, puis très, très gentils de leur temps, puis de leur énergie, etc. Fait que je pense que le network, pour moi, c'est excessivement important. Ouais. Je pense que les gens qui voudraient se lancer en entreprise, avant même de commencer à aller regarder des incubators et tout, là, juste vas-y. Tu as une idée, mets-le sur papier. Aujourd'hui, il existe le IA pour tellement d'affaires différentes. Tu sais pas faire un logo, t'es pas graphiste, c'est pas grave. Tu peux aller trouver des trucs juste pour commencer. Une fois que tu as une base, là, ça va être encore plus facile de voir plus clair où est-ce que tu veux t'en aller, puis d'aller chercher de l'aide où tu as besoin pour pouvoir vraiment démarrer puis aller plus loin. Là. 100%. Vous êtes ensemble dans la vie et en affaires. C'est une des questions que j'aime beaucoup poser, à savoir, c'est quoi la dynamique dans un couple, mais aussi en affaires comme ça, où est-ce que je sais quoi avoir des partenaires, c'est pas toujours facile. Je sais quoi avoir une femme, c'est pas toujours facile. Comment est-ce que vous mixez le tout? Est-ce que ça va... Puis on peut en parler si ça va pas toujours bien aussi. Je trouve que c'est intéressant de savoir les challenges dans tout ça. Parce que ça peut être tout rose. Puis j'ai eu un couple ici qui était incroyable, Pretty Ugly Company, une belle compagnie qui font du... je ne vais pas dire n'importe quoi, j'allais dire du recyclage, qui reprennent les produits qui ne se vendent pas dans les épiceries pour en faire d'autres produits. Je me souviens pas c'est quoi le terme, là, je veux pas faire pitcher des œufs à la maison. Mais incroyablement cool la dynamique qu'ils ont, puis justement la façon qu'ils ont trouvé de faire fonctionner le couple, c'est de chacun avoir leur département. Chacun a leur force, chacun font leurs choses, puis ils vont pas nécessairement intervenir dans l'autre, sauf si vraiment l'autre demande de l'aide ou whatever. Fait que je sais pas, vous, c'est quoi votre dynamique à l'intérieur de l'entreprise? Tu veux commencer? Ouais. On a un look, là. Ah, c'est ça. Mais, comme tu dis, oui, chacun a un autre département, c'est sûr. On essaie de pas comme croiser. C'est normal, parce que comme on est dans un couple. So. Mais je trouve que pour la communication, c'est très important. Il faut vraiment communiquer qu'est-ce que je veux penser, tout ça. Moi et Azilex, on est très honnêtes, comme brutally honnête, genre, mais on a besoin d'avoir ça parce que c'est pour améliorer notre couple, puis aussi on est en entreprise ensemble. Moi, j'ai laissé toutes les affaires côté mixologie à Azilex, dans un sens que c'est elle qui vraiment travaille dans les bars, dans les au Marcus, des affaires comme ça. So, j'ai pas laissé... j'y donne un petit peu des opinions, mais pas trop. Mais pour moi, c'est vraiment côté créatif, branding. Il y a une façon vraiment que moi, je veux représenter Maison Cocktail. Et c'est ça, comme jusqu'au début. Puis, j'essaie vraiment de créer un bon brand awareness pour ça. Puis, des fois, elle va donner ses opinions, oui, mais la plupart du temps, c'est moi. Ouais. Pas vrai, là. Elle va juste dire, OK. Ben, honnêtement, je pense que 95%, ça marche. Okay. Puis ça marche parce que moi, j'allais toujours avec mon feeling. J'ai une intuition que je sais que ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais je sais que ça marche pas. Puis des fois, j'ai fait la recherche là-dessus, je fais un plan, je parle avec d'autres gens. Alors, je pense que ces deux côtés-là. Puis aussi, j'ai aussi d'expérience dans les événements. Bon. Alors, ces deux choses-là, on complimente que vraiment toutes les choses, c'est un bon rythme. Mais oui, on chicane des fois, c'est normal. C'est normal. Mais je trouve que c'était trop plate, je pense que j'étais pas intéressée. Si on chicane, je veux dire, je pense qu'il y a eu un beau progrès depuis le moment où on s'est rencontrés jusqu'à
au moment où on a parti notre entreprise, puis jusqu'à maintenant. Parce que à chaque étape, on apprend à se connaître un peu mieux. Ben oui. Puis on apprend à se faire confiance aussi. Tu sais, moi, au début, quand on commençait à faire des événements, les premiers événements qu'on a fait, elle me dit « Ah, mais j'ai telle idée, on va faire ça. » Puis moi j'ai de la misère à visualiser. Fait qu'elle me dit « OK, on va faire ça. » Puis moi, je suis comme « OK, mais combien ça va coûter? Puis comment on va faire ça? » Puis on n'a pas le temps. Puis elle est comme « Non, fais-moi confiance. » Puis souvent, c'est comme, elle va juste partir sans moi, aller chercher tu sais, ce qu'on a besoin pour le faire. Elle va commencer. Puis une fois qu'elle commence, je suis comme « Ah, OK, je le vois. OK, là, je peux t'aider. » Fait que maintenant, quand elle me dit quelque chose, même si dans ma tête, je commence à avoir plein de questions, je vais juste attendre. Je vais juste attendre qu'elle me montre, que je le vois. Puis une fois que je vois la vision, là, je vais pouvoir comme, tu sais, donner mon opinion. Puis sinon, tu sais, dans la vie personnelle, je pense que d'avoir parti une entreprise, ça, comme j'ai dit, on apprend à mieux se connaître. Fait que personnellement, je veux dire, je pense que ça va super bien, puis on s'entend très bien. Là. Quand il y a des petits accrochages, je pense que c'est surtout par rapport à la business, puis juste comme penser à où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Mais depuis qu'on a commencé à séparer un peu les affaires, puis qu'on se laisse vraiment l'espace d'être créatif les deux de notre côté, c'est un peu plus fluide, puis agréable à tous les niveaux. Puis je trouve que aussi maintenant, on commence à travailler avec des collèges et tout ça. C'est maintenant un intern qui travaille avec nous. Qui fait plus les tâches administratives, des affaires comme ça, visuelles. Et aussi, on est quelqu'un aussi qui travaille avec nous dans la production. Alors, si on est d'idées, moi, je dis, OK, demande à Diego, papa avec moi. Ça. OK, moi, je parle avec... Ça, c'est comme maintenant, c'est pas... Il y a comme d'autres personnes qu'on peut, parler sur les idées et tout ça pour avoir d'autres opinions. Okay. Pas juste comme back and forth entre moi et puis... C'est bien. Puis justement, je pense qu'à cause qu'on a d'autres collègues qui travaillent avec nous, c'est encore plus important qu'on ait nos rôles séparés. Comme ça, eux, ils savent aussi à qui s'adresser, puis on a une ligne directrice, puis on n'est pas en train de se contredire quand on leur donne des directives, tu sais. Ça, puis je pense que c'est facile overwork aussi, à un moment donné, d'avoir tellement de départements à gérer une même personne quand tu es un start-up, mais qu'en même temps, tu vas aller assez rapidement, tu sais. Fait que, tu sais, t'as dit, tu sais, branding, marketing, image, créateur de contenu, il y a tellement de choses qui peuvent juste venir dans ton assiette qu'après ça, ben, tu sais, d'essayer de justifier à l'autre personne. Je pense que d'autres personnes, ça peut beaucoup aider. Par contre, dans tout ça, est-ce que vous avez un temps off de job? Est-ce qu'il y a justement, quand vous revenez à la maison, est-ce que c'est off? Puis j'ai déjà eu le commentaire de non, la porte est jamais fermée, c'est jamais off. De votre côté, est-ce qu'il y a un... When the door is closed, it's closed? Or... c'est comme un lumière, tu sais, on est un dimmer. OK. Ça, alors, c'est plus bas, mais c'est toujours... C'est bien, parce que des fois, je vais rêver en milieu, comme la nuit, puis « Babe, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis, « Oh my God! » Plein milieu de la nuit, là. Hey, babe, j'ai pensé à ça. Je suis comme « OK, mais pourquoi tu penses à ça à 4 h le matin? Là? Fais juste dormir, on va en parler le matin, note it down. » Là. Mais je pense que c'est bon de tout le temps avoir comme l'esprit un peu, tu sais, genre, c'est une idée qui te vient, ben il faut l'adresser, il faut pas juste comme oublier, mais en même temps... Comme tu as dit, c'est important d'avoir des moments où on fait juste passer du temps avec la famille, où on va au spa, où on passe du temps avec des amis, on fait autre chose que travailler. Puis je pense que maintenant qu'on a une petite équipe avec nous, ça aide aussi à pouvoir faire confiance, déléguer quelques trucs, puis genre moins stressé par rapport aux 10 000 affaires qu'on a à faire. Là. Of course, je comprends 100%. Oh mon Dieu, je vous avais pas vu. Ça, dans le fond, là... C'est la routine de qu'est-ce qu'on fait après chacun des épisodes que je tourne sur mon show, le podcast ordinaire. On commande la pizza chez Pizza Salvatore pour toute la gang. Qu'est-ce que j'aime de commander chez Pizza Salvatore, c'est que c'est toujours vraiment simple et rapide. Quand je sors d'un tournage, j'ouvre l'application mobile, j'ai toujours 10$ de rabais sur les pizzas moyennes qu'on commande. J'ai toujours le choix entre 6 différentes délicieuses sortes de poutine puis une tonne d'autres accompagnements. En plus, peu importe où je tourne un épisode du podcast à travers le Québec, j'ai toujours l'assurance d'avoir une succursale qui est pas trop loin qui peut me livrer dès que je sors du studio de tournage. Alors faites comme moi, allez vous commander une bonne pizza sur le site web de Pizza Salvatore. Ouvrez-vous un petit épisode du podcast ordinaire. Bon épisode tout le monde. Avec la COVID, il est venu, of course, c'est là votre nouvelle entreprise, mais en même temps, les restaurants. Je pense que là, on est sur une pente croissante, là, ça va de mieux en mieux, mais ils en ont arraché énormément, ont fermé aussi. Est-ce que vous, l'espèce de peut-être une nouvelle réalité un peu des restaurateurs vous affecte? Est-ce qu'au contraire, ça donne une vague de nouvelles personnes en affaires, que c'est plus facile de collaborer avec vous? Comment vous voyez peut-être ce changement-là au niveau des restaurants? Toi aussi qui a été aussi longtemps dans ce domaine-là, as-tu vu un gros bump de changement? Bien, je pense que, OK, pendant la COVID,
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait des ateliers de cocktails. C'était comme la grosse mode. OK. Ateliers de cocktails, boîte à cocktails. Ils ont fait des cocktails chez eux parce qu'il n'y a rien qui est ouvert pour aller déguster. Fait que les gens en ont beaucoup appris. OK. Puis on a remarqué, autant en événement que dans les restaurants, il y a une plus haute demande, justement, pour minimum des classiques, mais peut-être des fois pour des créations. Ouais. Fait que même si ça a été rough pour les restaurateurs, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir des bons cocktails sur leur menu, mais il faut que ça soit aussi profitable pour eux. Fait que nous, c'est vraiment important quand on travaille avec des restaurateurs, des bars, de regarder, eux, un peu c'est quoi leur price point, puis de s'assurer que comme ce qu'on leur offre, c'est profitable. Ça donne une bonne marge, ils vont pouvoir faire leur 80%, puis tout le monde est content. Fait que pour eux, c'est pas un extra cost. Ça coûte pas plus que d'acheter de la lime puis de le presser toi-même. C'est juste que c'est plus consistant, puis t'as pas besoin de stresser. Si un jour ton barman appelle malade, ben le propriétaire peut embarquer derrière, puis c'est 2-3 étapes pour faire les cocktails. Puis ça, on l'a vu plusieurs fois partout. Ça règle une problématique potentielle pour eux autres. Ça l'améliore leur procédé, puis c'est plus facile pour eux. Puis en même temps, ça donne plus de diversité pour le client qui vient là, puis qui peut avoir... C'est cool. Puis tu sais, comme j'avais expliqué aussi, quand j'ai fait un petit peu la recherche durant l'incubator, tu sais, à peu près 46% des restaurants qui sont fermés durant COVID. Ça fait 4000 restaurants qui sont fermés. Tu sais, sur l'île de Montréal, en fait, c'est à peu près 8000 restaurants avec un permis d'alcool. Ça, c'est la moitié de l'industrie. Alors, ça fait quoi? 4 ans? Puis tu vois quand même, oui, il y a une certaine croissance, mais il y a quand même les dettes et les affaires que les restaurants ont accumulées qui ont besoin de payer aussi. Ouais. So, nous, c'est pas comme si on approche ces clients et dit « Ah oui, on est le mixologiste, puis on fait ça, non, non. » C'est pour vraiment qu'on voit, premièrement, leur vente, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur menu, puis it has to make sense, dans le sens que, OK, bon, t'as comme genre 10 cocktails qui prennent 7 ingrédients, puis ça prend comme genre 10 minutes pour le faire. À la fin de la journée, les clients, ils veulent juste avoir un bon cocktail, mange, puis that's it. So, pour nous, on allait vraiment avec cette mentalité-là qu'on voit des... on essaie vraiment les buyer personas, les restaurateurs qui est vraiment comme 3 ou 4 des restaurants comme les franchisés, high volume, qui est juste pas tant vraiment de comme aller à chaque... So, pour nous, on fait vraiment un programme de bar qui est assez simple parce que... C'est sûr, avec la fermeture, vous avez beaucoup de turnover de staff. Il y a des étudiants qui viennent, ils partent. Il n'y a pas de loyauté. Bon, j'allais dans un autre restaurant, mais c'est qui va avoir le problème après? C'est les propriétaires. So, pour nous, quand on parle des solutions cocktails, c'est pas juste les solutions cocktails. Les kids, c'est les solutions cocktails vraiment pour tout leur système de bar. Nous, on essaie maintenant de travailler comme d'autres choses. Des applications... Des applis, c'est ça, l'application? Les apps. En fait, ça, c'est quelque chose que ça nous intéresse de faire quelque chose que, même les propriétaires peuvent aller eux-mêmes pour faire comme un genre d'ingénieur de menu, puis pour, OK, ce cocktail, ça marche pas. Mais pour prendre les mêmes ingrédients, puis ça, j'ai IA qui fait comme, OK, mais essaye cette recette-là. Puis c'est nous qui codons, qui programmons dans ça. C'est cool. So, pour voir, c'est comme d'autres choses qui n'ont besoin pas de comme nous, tu fais de consultation chaque fois. So, pour nous, vraiment, on veut trouver les outils que les propriétaires, les owners peuvent utiliser pour comme avoir un plus, comment on dit ça, même s'ils n'ont pas de temps, ils ont les outils quand même d'être plus involved dans les décisions de leur vente. C'est bien. C'est comme de moderniser en même temps quelque chose comme ça qui est vraiment en vogue, mais c'est comme... beaucoup plus d'outils pour eux, comme tu l'as dit, pour diversifier leur menu, pour rajouter pour leurs clients, puis pour eux, pour se faciliter la vie. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Si on parle un peu de vos employés, justement, je veux juste... Est-ce que les deux, vous n'êtes pas nés au Québec? Moi, j'étais née à Jamaïque. OK. Moi, je suis née à Miami. À Miami? Oui. C'est vrai? Ma famille vient du Panama. Okay. Je suis née à Miami. J'ai grandi au Panama un petit peu avec ma grand-mère, puis je suis arrivée ici à l'âge de 2-3 ans. OK. Miami et Jamaïque, puis ça finit à Montréal. Ouais. Moi, j'étais à 11 ans quand j'étais venue ici, Excellent. Ouais. De ce que je comprends, c'est que les personnes que vous avez engagées, c'est aussi des gens qui sont peut-être de l'extérieur ou qui ne parlent pas nécessairement français. Parce que c'est dans vos valeurs de peut-être justement aider un petit peu plus. Voulez-vous m'en parler un peu peut-être? Oui. Tu sais,
Je pense que autant dans les restaurants que dans les autres industries, des fois, c'est difficile de trouver des employés. Oui. Puis on a comme pas fait exprès d'avoir du monde qui vient d'ailleurs, mais c'est juste à donner comme ça. Les gens qu'on a rencontrés, c'est des gens super compétents, mais qui parlent pas nécessairement français de manière fluente et régulière. Ouais. Même s'ils sont capables de se débrouiller, puis des fois, on a des petites conversations ensemble quand on travaille. Fait que pour nous, c'est vraiment important de faciliter l'apprentissage du français. Moi, j'ai été en accueil, mais tu sais, j'étais en maternelle accueil, fait que c'était quand même facile de m'adapter. Mais je me rappelle, tu sais, la première semaine, je comprenais rien de ce qu'on me disait, puis je trouvais ça bizarre. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Elle a appris le français un peu plus tard. Comme j'avais 15 ans, 16 ans que j'ai appris le français. Puis tu sais, j'ai encore la misère à chercher mes mots. Mais, tu sais, pour moi, à 16, 17, quand tu essaies de passer ton secondaire, puis tu comprends même pas les conseils pour faire l'examen, là, c'est difficile. C'est pas quelqu'un, pour des raisons, la guerre ou quoi que ce soit, qui a besoin de venir ici, qui était journaliste là-bas ou était docteur là-bas, puis il vient ici, puis il est comme OK, puis il parle pas la langue. C'est pas aussi que je suis pas compétente, c'est juste une question que comme OK. Mais moi, je comprends que comme un adulte, je peux quand même communiquer en français. Je suis à l'aise, j'ai comme confiance. Je sais que c'était pas facile pour moi, mais je trouve quand même que des employés qu'on a, ils veulent vraiment apprendre le français. Sauf que pour nous, même si on est petite entreprise, on essaie vraiment de trouver des bénéfices qui peuvent aider à nos employés de parler français. Peut-être qu'ils veulent trouver une autre carrière après, mais c'est comme si on est quand même donné des outils pour l'utiliser pour ça. Nous, on commence à faire un petit crowdfund avec La Ruche. OK, ouais, ça. C'est ça. Fait que c'est un crowdfunding qu'on commence avec La Ruche. On a un tuteur, un ami à moi, qui va pouvoir nous donner des cours de français une fois par semaine pour environ une dizaine de personnes. Donc, on n'a pas 10 employés encore, mais on a nos employés à nous, on a quelques-uns de nos collaborateurs, nos clients qui ont engagé des gens qui viennent de l'Ukraine, par exemple, qui sont partis à cause de la guerre. Fait que, tu sais, on va pouvoir offrir ce service-là d'extra à eux. Fait que c'est ça, on a quand même un beau prix là, pour une année de tutoring à chaque semaine. Donc, on lance ça. Si c'est pas déjà lancé au moment où le podcast va être sorti, ça va sortir bientôt. 4-5 semaines. Donc, juste venir sur nos réseaux sociaux, puis les gens vont pouvoir voir comment ils peuvent donner un peu d'argent, mais aussi recevoir un peu de nos services en même temps. Donc, on va avoir des ateliers cocktails, des petites boîtes de cocktails que les gens vont pouvoir... tu te donnes un 20$, mais tu vas recevoir quelque chose en échange aussi. Donc, c'est pour une bonne cause, puis pour l'évolution... La continuation du français aussi au Québec, on trouve que c'est très important. Oui, parce qu'il y a comme quelques-uns qui attendent le cours du gouvernement. C'est bon, mais en même temps, ils veulent travailler. So, pour moi, on a beaucoup de nos clients qui disent, OK, bon, on cherche les gens, mais les gens sont là juste parce qu'ils ne pouvaient pas aller servir les gens parce qu'ils ne parlent pas français. So, alors, il y a comme un gap, en fait, qu'on est quand même les gens qui veulent travailler, mais ils ne peuvent pas à cause de la langue. Puis c'est certain maintenant que les entreprises, ils comprennent ça maintenant. OK? Toute la communication soit en français. Même nous, quand on signe des contrats de service et tout ça avec nos employés, désolé, il faut que je parle français pour ça. Je sais que tu comprends. Tu peux même dire oui ou non. Si tu ne comprends pas, on va... la majorité de la conversation, c'est en français. So pour ça, même nos sites web, c'est tout en français. On n'a pas une version anglaise pour l'instant. C'est juste pour nous, c'est important. C'est très, très important. Puis il faut que les gens connaissent que c'est important. C'est pas peut-être les gens, ils sentent comme « Ah, je suis forcée à parler français. » Oui, mais quand tu es là pour genre 4, 5 ans, 6 ans, puis vous avez les opportunités qui passent parce que vous n'avez pas pris le temps de parler français, mais c'est là que tu vas dire « Oh man, si j'ai fait ça en avant, peut-être j'ai pris mes cours de français. » So. Le voyez-vous principalement comme une façon justement de pallier au manque de main-d'œuvre ou ça a été un peu comme pitché dans le plan d'affaires ou alors parce que vous semblez être très axé sur l'aide aussi. Tu sais, on est une start-up, ce qu'on veut souvent, c'est faire de l'argent le plus rapidement possible, être au moins positif ou pouvoir faire des investissements, grossir, tu sais. On a parlé de machinerie tantôt, de plein d'affaires, tu sais, grossir, avoir plus de clients. Malgré tout, vous prenez quand même le temps de faire plein, je sais pas c'est quoi le mot que je cherche, mais des initiatives pour aider comme ça, pour, tu sais, je suis un Québécois, là, fait que la langue française, ça a été toute ma vie, là.
Mais des fois, j'ai la mentalité de j'aimerais donc aller plus vite, puis aller aux États-Unis, puis aller en anglais. Puis qu'est-ce qui vous ramène à ça tout le temps? Peut-être de dire justement de prendre ce temps-là, de prendre le temps d'avoir cette initiative-là, puis justement de mettre de l'avant peut-être le français, même si c'est pas ta langue première toi non plus. Les deux, c'est pas votre langue première dans le fond. Fait que qu'est-ce qui vous ramène à ça? Ben, je pense on est deux personnes on est très axées sur nos valeurs, autant de manière personnelle, avec les relations qu'on a avec des amis, par exemple, que dans notre entreprise, qu'avec des anciens employeurs ou même avec nos collaborateurs. Donc, nos valeurs viennent tout le temps un peu en premier. Puis le reste vient avec, le succès, l'argent. Nous aussi, moi, je suis née à Miami, fait qu'éventuellement, c'est sûr qu'on pense à expand puis à avoir peut-être de la business là-bas. Mais on travaille avec des gens, puis à chaque fois, les gens avec qui on travaille, ça donne comme ça, on trouve des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Fait que pour nous, c'est plus que juste comme, OK, t'es pas juste un employé, t'es une personne à la base. Tu nous parles un peu de toi, de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis si on peut aider, ben on va aider. Autant qu'eux, ils sont là pour nous aider. Ils sont pas obligés de travailler pour nous. Là. Ouais. Mais on pense que c'est important. Là. Nous, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Autant à trouver des nouveaux emplois. Moi, quand je voulais travailler dans les bars puis que j'arrivais pas vraiment à décrocher les emplois que je voulais, ben, j'ai quelqu'un qui a fait comme « Hey, écoute, Bar Le Lab, il cherche du monde là. Même si t'as pas d'expérience au niveau mixologie, mais je vais vouch pour toi. Okay. » Puis j'ai eu mon opportunité. Puis après ça, c'est moi qui ai pris les devants et tout. Mais je pense que quand t'as des bonnes valeurs puis tu les mets de l'avant puis tu les partages avec les autres, inévitablement, tu vas avoir le succès qui vient après avec ça. Oui, puis pour moi, je trouve aussi c'est important de vraiment créer une communauté. Ouais. Comme je dis, on est les femmes, on part en entreprise, comme je dis, 18%. Pour nous, en fait, moi, je trouve que c'est important de créer votre propre communauté, puis genre parler avec d'autres personnes, puis créer comme un genre de web. Ouais. OK? Puis nous, on a accès à ce web-là. Parce que en fait, oui, on est deux, mais on est quand même deux qui sont seuls dans ça. Puis tu peux pas être seul puis partager une entreprise. Il faut vraiment avoir des gens qui connaissent un petit peu les choses que nous. Puis aidez-nous avec ça. So, oui, c'est avec nos valeurs, mais en même temps, moi, en fait, je trouve que c'est très, très, très important de créer une communauté. Comme nous avons un propre network, qu'on peut travailler là-dessus, puis qu'on peut vraiment comme communiquer avec les gens comme back and forth. Donc, c'est là qu'on crée une communauté ici, on peut aller dans un autre marché. Puis c'est là, parce que, tu sais, oui, OK, mais tu sais, le grass is not always green under their side. Tu sais, oui, on est aux États-Unis, c'est bon, oui, c'est là, cool. Mais, tu sais, moi, je trouve qu'il faut être vraiment confortable dans votre domaine en première avant de peut-être aller à Toronto, par exemple. Ça fait du sens. Ouais. Je veux qu'on revienne quand même rapidement sur le 18% des femmes qui sont entrepreneurs. C'est 18% des femmes ou c'est au niveau des entrepreneurs, il y a seulement 18% qui sont des femmes? Non, c'est ça. C'est exactement. C'est comme sur les entrepreneurs et 18%. Sur l'ensemble des entrepreneurs, il y a seulement 18%, mais ça fait 82%, parce que je ne connaissais pas la stat pour les hommes. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui fait que c'est comme ça? Je veux dire, de plus en plus, on est bon. Women Empowerment, on voit beaucoup de choses de ce côté-là. On semble avoir beaucoup de femmes qui se lancent en affaires, etc. Mais 18%, je veux dire, on n'est même pas au 1/5. Oui. Mais il y a quand même des choses qui sont très traditionnelles avec les femmes encore. Ouais. So, dans un sens que il y a une certaine, je pense, expectation avec les femmes, en fait, qui sont mariées, avoir des enfants et tout ça. Puis des fois, la vie va passer, puis tu as pensé, OK, bon, je peut-être veux faire ça. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres responsabilités. Puis c'est normal, il y a encore ces rôles de gender. Ouais. Mais plus en plus, il y a beaucoup des programmes pour des femmes qui peut aider avec ça. Moi, j'ai déjà eu mon enfant a 8 ans. J'ai déjà vécu toutes les choses que moi j'ai faites, puis je dis, OK, c'est go time. J'ai encore un bon système de sport avec ma famille, puis tout ça. Des fois, il y a des femmes qui n'ont pas de ça. So, je pense qu'il y a vraiment comme d'autres obstacles dans la vie qui comme ça peut être la raison pourquoi il n'y a pas d'autres femmes qui essaient de faire ça. Mais moi, je trouve qu'il y a encore plus de ressources pour des femmes de l'ancienne entreprise qu'avant. C'est sûr, certain. Je suis d'accord. Plus de ressources. Puis d'après moi,
plus il va y avoir de femmes qui sont en entrepreneuriat puis que ça va être mis de l'avant, plus il y a d'autres femmes qui vont se voir un peu là-dedans puis qui vont se dire, OK, c'est possible pour moi de pouvoir faire ça, même si j'ai des enfants, même si je veux avoir des enfants plus tard. Puis comme je disais tantôt, tu sais, je pense que des fois, il faut pas avoir peur de juste commencer. Puis éventuellement, on voit les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Anyway, je suis sûr qu'on se ramène de le 10 ans. Je suis sûr que ces 18%-là devaient être encore moins. Peut-être qu'il a l'air petit, mais je suis sûr que si on regarde dans l'année, il doit être en croissance. En tout cas, je ne pourrais pas croire qu'il ne le serait pas. Là. Qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs femmes en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi pour les femmes par les femmes. On en voit de plus en plus aussi. Mais je ne sais pas si c'est aussi un mouvement. Peut-être que les femmes essaient de justement peut-être rallier davantage de femmes aux différentes choses qu'ils font. Je sais que les hommes, des fois, on est comme at large, on fait juste ce qu'on fait. Puis fait que c'est cool de voir justement ce mouvement-là avancer. Puis comme je dis, j'ai pas la stats devant moi, mais je suis pas mal certain que ça va dans une pente croissante. Oui, moi aussi, je pense ça. Il y a de plus en plus des événements de networking avec les femmes aussi. Ouais. La plupart du temps, nous, on allait dans les événements networking avec les gars aussi. Nous, on n'est pas vraiment peur de ça. La plupart de nos clients, c'est les hommes. Puis, on n'est pas problème avec ça. Je sais que des fois, ça peut être intimidant parce que, tu sais, il y a certaines, comment on fait ça, les communications business, là, les termes business, là, comme, ROI, KPIs, tout ça. Tu sais, comme, des fois, les femmes qui juste viennent de lancer une entreprise sont un petit peu timides avec ça. Ouais. Alors, je pense que pour créer plus les événements networking pour les femmes qui peuvent comme jaser puis sont confortables, ça peut aider avec ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup. So, je pense que s'ils ont commencé à faire plus ça va encourager beaucoup de femmes de faire ça. Mais pour nous, honnêtement, là, on est tellement ouverture dans un sens que même ces femmes, hommes, je sais pas. Et comme, honnêtement, pour lancer une entreprise, c'est une question de personnalité. Ouais. C'est soit que vous avez les personnalités pour ou pas. C'est pas tout le monde, je sais, qui peut... Parce qu'il y a un niveau de stress puis anxiété, là, qui... c'est là. Le risque. Les risques. Ouais. On n'est jamais sûr. Non. Puis des fois, on est très sûr. Puis le lendemain, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Mais... YOLO! C'est un saut dans le vide quasiment tous les jours. Là. Plus on parle avec d'autres gens qui sont en entreprise aussi, plus on réalise que c'est quelque chose qui... Tout le monde passe par là, homme, femme, peu importe. Puis comme elle a dit, tu sais, je pense que faut pas être intimidé justement d'aller dans des networking puis de parler à des gens, même si on peut se sentir comme une minorité dans ces environnements-là. Ou même, tu sais, de faire l'effort extra si tu veux plus parler avec des gens d'entreprise qui te ressemblent, ben, tu sais, juste d'aller chercher ou peut-être même de créer ce petit network-là s'il n'existe pas encore, là. J'aime vraiment ça. Honnêtement, c'était excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, je suis contente. Est-ce que tu en veux un autre? Why not? Ouais. Why not? Je te dirais pas non, on va le faire définitivement. Je prépare ça pendant qu'on parle d'autres questions. On a parlé un petit peu justement B2C comme ça. Je veux dire, là, ça fait juste 9 mois. Fait que tranquillement, pas vite, je veux dire, on potentiellement attaque un autre marché. Est-ce que tu as parlé tantôt de plan d'affaires, etc. Je dis ça comme j'ai dit tantôt, le classique entrepreneur qui n'est pas parti avec un plan d'affaires ou rien. À quel point est-ce que d'avoir un plan d'affaires, d'avoir peut-être une vision, je sais pas si c'est le classique court, moyen, long terme, ça a eu une incidence positive pour vous autres? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être qui veulent se lancer en affaires ou whatever. Puis des fois, on fait juste sauter le pas, comme je dis, des personnes comme moi qui sont juste you do it, puis tu sais pas tant ce qui va arriver demain ou whatever. De ce que je comprends, toi, en fait, vous, c'était pas ça. Il y avait vraiment un plan de match qui était fait avec les incubateurs. À quel point ça vous a peut-être aidé? Mais je pense qu'avec nous, on avait commencé à commander avec un business coach. Okay. On n'avait vraiment pas un plan d'affaires en ce moment. Nous, on est travaillé encore dans nos travails coopératifs. Moi, je travaille encore pour Transat, je travaille encore pour les 4 saisons Marcus. Puis, on sait qu'on va pas vraiment beaucoup de temps de faire ça. Ça commence plus comme un genre de part-time side hustle. Merci beaucoup. Puis, en fait de ça, on a commencé comme les entrepreneurs quand on a quitté nos travails ensemble. Puis, je pense que les différences fait que quand tu fais un plan d'affaires, c'est bon. C'est bon. J'aime ça, le canneberge. C'est fait que vous rendu un entrepreneur de rendu dans un propriétaire d'une petite entreprise. Okay. C'est différent. Quand vous êtes un entrepreneur, vous travaillez comme seul. Ça veut dire que les business ne peuvent pas comme genre aller sans toi.
Alors, le moment que la business commence un roule sans toi, mais c'est là, en ce moment, tu as besoin d'un plan. Tu as besoin des projections financières. Tu sais, OK, entre 1 an et 5 ans, qu'est-ce que ma compagnie... C'est quoi mon plan d'exit si j'ai besoin d'un exit plan, si ça ne marche pas? Aussi, pour les marketing, il faut avoir une stratégie de marketing pour ta première année. Comment tu vas lancer ton marketing? Court terme, long terme. Aussi, il faut vraiment avoir un bon visuel de ton cash flow parce que le cash flow est très important quand tu lances une entreprise. Parce que, oui, spécifiquement dans l'industrie avec les restaurations, je vais payer dans 30 jours. Il faut t'attendre dans 30 jours, mais tu as d'autres choses que tu as besoin de faire de la production là-dedans. Qu'est-ce que, en fait, qui va vraiment comme, avoir ces cash flows-là? Nous, comme je dis, on n'a pas vraiment cherché des subventions ou quoi que ce soit. On fait des side hustles, on fait les gigs, dans une économie gig, en fait. On fait comme les bartending, tout ça, pour qu'on puisse avoir un petit peu l'argent pour assurer ces cash flows-là. Il faut vraiment avoir, comme on appelle ça, mais en anglais, ça fait risk mitigation. So, il faut, OK, si les tendances dans l'économie changent, par exemple, si par exemple les gens, ils ne veulent pas avoir des cocktails premix, ils veulent vraiment comme faire un autre type. Mais ça veut dire que nous, il faut qu'on adapte pour trouver une autre façon de faire ça. Ça, c'est comme vraiment les préventions. Comment tu vas avoir un plan pour ça? Parce que dans notre économie en ce moment, ça va tellement rapide que les choses ne sont pas permanentes. Nous, on travaille dans vraiment une chose temporaire. Ils sont toujours en train de... même moi, je pensais, OK, B2C dans 2 ans. Non, on va aller B2B, B2C maintenant parce qu'il y a d'autres gens qui vont prendre cette opportunité-là. C'est vraiment le plan d'affaires, c'est votre guide. C'est votre guide, c'est aussi quand vous avez les investisseurs qui vont le voir, si vous voulez chercher d'autres choses, la banque aussi, c'est comme votre profil. C'est comme, OK, est-ce que vous êtes organisé ou pas? Ça, c'est vraiment juste ça. Est-ce que vous avez un plan ou vous êtes, oh là, puis allez, vas-y, faire n'importe quoi, puis quelque chose arrive, tu te prends une grosse chose majeure financière, puis boum, that's it, ton business, c'est fini. Moi, j'ai trouvé que c'est très, très, très important. Je sais que les gens, comme les entrepreneurs, sont très passionnés, mais aussi, ça peut être impulsif aussi, puis on ne pense pas. Puis des fois, quand on allait trop vite, c'est qu'on ne pense pas des conséquences. Puis c'est pour ça que, on est quand même des amis dans l'industrie qui appartiennent à la même type de business que nous, qui travaillent vraiment avec les gros collaborateurs comme wow. Puis l'année prochaine, tu vois qu'ils sont en train de travailler comme serveur, puis qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché. J'allais trop vite. Mais je pense que je suis comme quand même contente de notre parcours, comment on a commencé, puis le fait qu'on n'a pas nécessairement pris de subventions ou de prêts pour commencer, parce que ça nous a permis d'y aller de manière plus timée, si on veut, puis de pas grossir trop vite, puis de justement se ramasser avec plein de stocks, plein d'inventaires, puis là, finalement, on va changer notre format de bouteille parce que le premier format qu'on avait ne fonctionnait pas. Tu sais, on n'avait pas nécessairement notre plan d'affaires au début, comme elle a dit, mais ça a été quand même assez rapide qu'on a réalisé que, OK, pour aller chercher d'autres trucs, ben, il faut l'avoir. Donc, il faut quand même prendre le temps de le faire. Pour ça, des incubators, puis des trucs, même le IA peut aider aussi des fois à comme avoir une piste de savoir, OK, qu'est-ce que je dois aller chercher comme information pour mettre dans un plan d'affaires. Puis oui, c'est important de le faire, je dirais, avant la fin de la première année d'entreprise, si on a la chance de le faire. Mais je pense que pour moi, ça n'empêche pas quand même de commencer à penser à le début de l'entreprise, puis même essayer de commencer à tester des trucs, tu sais. Puis même un plan d'affaires, c'est quelque chose qu'il faut adapter chaque fois. Tu sais, le plan d'affaires, dans 6 mois, Dans 6 mois, il faut réévaluer pour voir, OK, qu'est-ce qu'on va changer sur ça. Puis chaque plan d'affaires, c'est différent de qu'est-ce que vous êtes en train de proposer à d'autres gens. Ça, c'est quelque chose comme, il va y avoir certains types d'investors, puis OK, ton plan d'affaires, it's not making sense to me. Il y a trop d'informations. Il faut vraiment que tu vraiment fais les détails pour voir, OK, je vais faire mon plan d'affaires pour vraiment vers la banque. Vraiment pas vers un venture capitalist, un VC. VC veut savoir, OK, comment je peux scale? Comment je peux faire mon argent? Mais un banque, ça veut dire, OK, comment ton profil toi-même comme caractère? C'est comme un CV d'entreprise, si on veut, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui skippent, puis je dis ça en pleine connaissance de cause. J'ai eu des entreprises pendant 8 ans sans aucun plan d'affaires. Il y a un moment donné où, justement, je pense que
de revenir aux bases un peu. C'est souvent les bases qu'on nous apprend à faire un plan d'affaires ou whatever, puis il y a beaucoup de gens qui veulent juste le skipper parce qu'ils sont comme justement, ça change tellement souvent que tu te dis, ben à quoi bon? Ça se peut que ma vision... Puis c'est aussi plus difficile, je pense, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Tu t'en as parlé à quel point tout va vite. Les trends, tout va tellement comme ça que je pense qu'il faut encore plus souvent que tu révises ton plan d'affaires ou juste ta vision de... Parce que tu t'en as parlé, les inventaires, les choses, tu veux pas faire des décisions... Je pense que vous êtes vraiment patiente. Je pense qu'on va le dire comme ça. Là. La majorité des entrepreneurs ne le sont pas. Et justement, font des décisions souvent irréfléchies ou qui pensent que c'est la bonne, mais en ce moment, on est dans un air où est-ce que tout change comme ça, c'est fou. Tu penses que tu as quelque chose de bien, puis peut-être que la semaine prochaine, c'est malheureusement plus bien, puis j'exagère un petit peu. Mais c'est ça pareil, il faut vraiment être à l'affût tout le temps, puis constamment se préparer, comme tu l'as dit. Quand on est deux, d'envisager potentiellement quelque chose, si tu es prête à ce genre de situation-là. Je dirais surtout, d'autant plus parce qu'on est 2 personnes en entreprise, c'est pas comme si je suis toute seule ou elle est toute seule, puis OK, demain je vais tout changer, puis c'est pas grave, il faut quand même qu'on se consulte. Moi, je dirais que je suis plus sur le côté comme cautious, je pense que pendant vraiment longtemps, on m'a dit les étiquettes pour nos bouteilles B2C, B2B, excuse-moi, on doit les faire en grosse quantité. Puis moi, je suis comme, ouais, mais tu sais, si on décide de changer l'étiquette demain, qu'est-ce qu'on fait? Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, t'as raison, là, comme c'est assez d'avoir des petites quantités d'étiquettes, puis d'avoir à les recommander, on va aller chercher une grosse batch, puis comme ça va être ça, on va gérer avec ça. Puis, tu sais, quand tu commences à avoir plus les clients, plus l'inventaire, plus des choses comme ça, quand tu vois tes finances, puis la comptabilité, il faut que tu sois ton break-even point chaque mois. Ça va savoir si tu fais l'argent ou pas. Ouais. Si tu sais pas ton break-even point... Tu sais pas si tu fais l'argent. T'as des problèmes. Ouais, savoir ça. T'as des problèmes. Il faut quand même savoir qu'est-ce qui rentre dans le compte, qu'est-ce qui sort dans le compte, puis savoir si tu es profitable ou pas. Comme il dit, en moyenne, les premières 3 années de l'entreprise, ça se peut que vous n'êtes pas profitable. Ouais. Dans notre cas, parce qu'on a fait les choses, on a vraiment comme calculé nos coûts au début, puis on fait ça justement pour nos clients. On sait les choses qu'on peut faire, puis les choses qu'on ne peut pas faire. Okay. Puis si on va pas être profitable cette mois-ci, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour un soir qu'avoir un autre channel de revenus, pour avoir tout le temps les différents voies de revenus qui viennent sur nous. On a comme des événements, on a des cours en ligne, on a des formations, on a des consultations, on a des retainers, on a tout pour voir que, OK, bon, oui, on a un produit physique, oui, mais il y a d'autres services, puis added value services qui viennent avec ça. So, moi, je dis que quand une entreprise commence, il faut vraiment savoir, OK, il faut que j'aille toutes différentes choses pour avoir mon cash flow. Ouais. Parce qu'à la fin d'année, quand tu vas faire tes petits taxes, là, puis le gouvernement m'a dit, ben, ça avait la moitié de ça qui vont venir. Ben, voilà. Ouais. Mais c'est bien, je pense que vous n'avez pas peur aussi de vous diversifier quand même dans tout ça. Vous avez parlé des petits gigs, des trucs. Je pense qu'à un moment donné, pas une question d'ego, mais de dire, tu sais, you work on something, c'est super, mais quand même de rajouter une coupe d'affaires pour le bien de ton entreprise, comme ça se peut que ça n'aille pas toujours dans la direction absolue que tu souhaitais que ce soit, d'être ouvert à peut-être faire une coupe d'affaires ou à toi put in the work a little bit more, tu sais, peu importe ce soit quoi. Dans mon cas, ce sera de la livraison moi-même un peu, où je pense que des fois, de mettre le extra mile, ça peut juste t'aider à être capable de rendre ça profitable ou d'essayer au maximum que ça le soit, parce que c'est pas toujours facile. Puis, je pense que les challenges, c'est juste un... Je suis en train de parler à moitié en anglais tout le temps. Toutes mes expressions, on voit quelqu'un qu'on parle. C'est notre faute, on est bilingue. Ben, je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'employés anglophones aussi, fait que je suis constamment dans mon franglais. J'allais dire, je ne sais pas ce que j'allais dire, le follow the path ou whatever, là, mais comme à un moment donné, tu sais des choses, puis les challenges, c'est juste normal d'en avoir. Mais je pense que vous avez la bonne tactique de juste être préparé ou le plus possible. Oui. Malheureusement, je pense que beaucoup de gens n'ont pas ça, malheureusement. Il faut, hein. Il y a beaucoup, j'ai pas d'exemple concret dans ma tête présentement, mais il y a beaucoup de grosses entreprises aujourd'hui que quand ils ont commencé, ils faisaient quelque chose de complètement différent. Oui. Puis il faut s'adapter. Puis je pense surtout dans l'économie d'aujourd'hui, même quand on parle d'investissement, quand on parle de plein de trucs différents, il faut tout le temps diversifier. Ouais. Tu sais, si demain matin, plus personne dans la vie veut des mix à cocktails, ben nous, il faut qu'on ait d'autres trucs à pouvoir offrir. Puis il faut qu'on puisse l'offrir à travers soit notre brand ou à travers nous. Fait qu'il faut que ça soit quand même relié dans un certain sens, tu sais. C'est vraiment intéressant.
De ce que je comprends, c'est de votre côté, vous avez jamais, vous avez pas de minimum de commandes quand les gens commandent de votre côté. Est-ce que c'est possible au niveau des restaurants? Ouais. Il n'y a pas de minimum, dans le sens où nous, on a, comme elle a expliqué tantôt, on a 2 distributeurs. Hector Larrivée, quand même bien connu à travers la restauration à travers la province. Puis Duval, qui est une plus petite compagnie familiale, mais qui livre 7 jours sur 7 partout à travers la province. À travers la province, encore une fois. Donc nous, on leur envoie... Même pour eux, on n'exige pas vraiment de minimum, mais d'après ce qu'ils commandent, ben on le sait, là, tu as commandé ça en moyenne pendant les 4 derniers mois, fait qu'on va t'envoyer ça, puis eux sont toujours contents de le recevoir. Et puis eux, de leur côté, ils imposent pas de minimum de nos produits aux clients. Fait que si le client veut en commander un, c'est correct, tu peux en commander un, sauf que ça va durer tant de temps. Fait que si... Puis nos mix durent quand même assez longtemps. Fermé, ça dure 3 mois au frigo, minimum. On est en train de voir si on peut pas extend un peu le shelf life. D'après moi, oui, mais on a testé pour 3 mois, on n'a pas encore testé pour plus longtemps. Puis une fois ouvert, ça dure 3 semaines. Donc, c'est quand même un produit qui dure assez longtemps, même si c'est rare que les gens vont le garder pendant 3 semaines au frigo. Habituellement, au bout de quelques jours, une semaine, c'est déjà terminé. Une soirée. Puis, je pense que pour nous aussi, comme je dis, il y avait quand même les restaurants qui commencent après COVID, c'est ça. Il y a quand même des saisons qui sont basses, qui sont hauts. Pour nous, c'est important de donner la flexibilité aux propriétaires des restaurants. Parce que ça se peut une semaine, ça ne marche pas. Ouais. Mais ils ont un minimum de PO. Ben, les 12 bouteilles qu'on voit, ça se vend pas. So, pour nous, de donner cette flexibilité-là, les propriétaires sont plus confortables de commander plus parce qu'ils savent que si quelque chose arrive un mois où il fait les rénovations ou quoi que ce soit, ou il ferme le roue pour la construction, puis il n'est pas capable d'avoir les clients qui rentrent dans le resto. Il sait que, OK, ben bon, avec Maison Cocktail, je peux commander 1 ou 2 bouteilles, pas de problème. Puis nous aussi, on laissait vraiment un voie de communication. Il nous appelle tout le temps. So, par exemple, on travaille avec un franchisé, L'Offrier. L'Offrier a à peu près, je pense que 44 restaurants maintenant, puis ça continue à expandre. Nous, on est très, très proche avec chaque franchisé. S'ils appellent une question, ils m'appellent « Ah, Janelle Azilex, peux-tu faire une formation pour les gens aussi? » Puis on conduit au Bromont, on allait au Sherbrooke, on allait partout. Puis, tu sais, c'est pas vraiment, comme je dis, une communauté, c'est très important pour nous. Oui, vous avez le siège social qui est là. Bon, OK, les autres, ils signent to check, tout ça. Nous, on comprend vraiment la réalité d'être vraiment là, de faire le suivi pour des restaurants. En fait, c'est comme ça qu'on fait nos ventes, quand même. C'est de monter la confiance aussi avec le restaurateur directement. Même si on travaille avec une franchise puis on communique beaucoup avec le siège social, eux, ils ont notre numéro, nous, on a leur numéro aussi. Même l'autre jour, j'ai reçu un appel, puis ils ne savaient pas où commander les mix. Ben, tu peux les recommander là. Parce que la première fois qu'il en a acheté, il a acheté une grosse batch, puis il ne se rappelait plus où il commandait. Puis aussi, vu la diversité de notre clientèle aussi, on travaille avec le Frier, restaurant à déjeuner, vont peut-être vendre moins de cocktails que la brasserie, qui va vendre 2-3 fois le volume d'un restaurant en une journée. Fait que pour nous, c'est important d'avoir cette flexibilité-là, puis justement de pouvoir offrir différents formats, puis à différentes vitesses, là, si on veut. Là. C'est le fun, c'est une belle stratégie en même temps, ça leur donne la flexibilité. Tu sais, j'étais sur Uber Eats tantôt, puis il y a un restaurant que ma femme voulait manger, puis c'était 9,99 de livraison, mais il y en avait un nouveau dans le coin, que leur stratégie, c'était de le faire à livraison gratuite. Fait qu'on a essayé celui-là parce que c'était plus abordable, en même temps, ça faisait plus de sens aussi. Fait que, tu sais, je le vois un petit peu dans le même sens, où est-ce que des fois, d'autres compagnies, peut-être qu'eux ont des minimums, de votre côté, une belle start-up, des bons produits, puis une flexibilité comme ça pour la personne. Ben, peut-être que ceux qui ne vous ont pas essayé encore, ça leur donne l'envie de, je vais en essayer une, on va l'essayer. Après, ils l'adoptent parce que c'est bon. Oui, parce que, tu sais, pour nous, en fait, d'être rentré comme dans une distribution que Hector Larrivée, c'est quand même grand pour nous. Tu sais, on a juste vient de commencer. On a nos compétiteurs qui essayent encore de rentrer, puis ça fait 10 ans. 10 ans, ça. Oui. Mais juste pour te dire que le pouvoir d'avoir les collaborations avec les certaines partenaires, qui est très importante. Puis, parce qu'en fait, ils ont déjà un minimum avec ces compagnies de distribution-là. C'est intéressant pour eux autres. C'est intéressant pour eux autres de dire, OK, bon, il faut que j'ai commandé comme $400 de choses chaque mois
pour avoir mes légumes, tout ça. Au moins qu'il sait que c'est pas nous qui empêche un autre, il faut que tu achètes 12 bouteilles chaque fois. Parce que, honnêtement, c'est pas juste nos seuls produits dans notre compagnie. On a d'autres choses qu'on peut avoir l'argent qui vient là-dedans. Les produits, c'est comme un bonus. Ça, c'est quelque chose que... Parce que pour nous, vraiment, Mezocata, c'est vraiment streamline vraiment les opérations de bar. Pour les restaurants qui ne sont pas bar ou c'est un bar qui comme, manque de staff ou quoi que ce soit. Alors, tu sais, un bartender qui ne peut pas faire tout ça, c'est pas grave. Nous, on va faire les produits, on a nos cuisine production, on va faire pour vous. Ouais. Mais on sait que ça, c'est peut-être quelque chose qui est temporaire. Puis on va engager son pro bartender, fait moi, je peux faire le meilleur mix, OK, bon. Puis après, lui, il va partir, puis il va en appeler encore. Janelle, on a besoin encore de faire le streamline parce que ça marche pas avec ses bartenders. Puis ça arrive avec parce nous. Que le bartender, il a trouvé un autre job, ça arrive aussi. On est dans un marché quand même compétitif dans le sens que le meilleur restaurant va peut-être avoir les meilleurs bartenders ou peut-être pas. Le nouveau restaurant qui a le plus de hype où ils font de la grosse mixologie, là, tout le monde va se ramasser là. Ouais. Puis là, il y a plein d'autres places, c'est comme, OK, ben là, j'ai plus mon star bartender qui faisait mes mix avant. Puis des fois, peut-être qu'ils ont de la chance de trouver quelqu'un d'autre qui est aussi compétent, qui est capable de faire de la grosse batch parce qu'il y a quand même une différence entre faire un cocktail puis faire un 12 litres. Ouais. Il faut que tu sois vraiment précis dans tes calculs pour pas que ça soit débalancé. Je comprends. Fait que, tu sais, quand t'as pas accès à ça, ben nous, on peut venir pour aider. Puis le but, c'est pas non plus que les gens vont tout le temps commander qu'est-ce que nous, on offre, mais c'est de pouvoir les aider entre-temps puis d'avoir une relation continue à long terme avec nos clients. Avez-vous déjà commencé à utiliser peut-être des stratégies avec des créateurs de contenu? J'ai pas jamais exploré vraiment comme les gens qui font comme du bartending, mettons, sur TikTok. Moi, je suis vraiment un gars de TikTok à fond. Là. Est-ce que de votre côté, vous avez déjà commencé peut-être à évaluer, à tester? On a juste venu d'engager quelqu'un qui va nous aider justement avec ça. Parce que, comme je dis, on n'avait vraiment pas pensé vraiment le lancement B2C, mais c'est sûr qu'on a besoin de quelqu'un vraiment un stratégie marketing juste pour ça, affiliate marketing, continuer ça. Alors oui, maintenant, on a commencé à vraiment faire un plan. On a plusieurs idées, mais c'est juste il faut qu'on commence à focus sur un à la fois, puis savoir combien ça va coûter pour chaque campagne de marketing, en fait. Oui, c'est certain, on va penser vraiment d'avoir les influencers et tout ça, qui vont faire comme un unboxing ou quoi que ce soit, tout ça. Mais, tu sais, ça aussi, il faut vraiment voir combien ça va coûter, c'est quoi le budget, puis qu'est-ce que l'angle on va aller vers ça. Soit que nous, on va faire des pop-up, on va éviter les influencers de venir essayer, puis eux-mêmes, ils peuvent faire ça, ou sinon, on va faire comme les boîtes cocktails, subscription, quoi que ce soit. Tu sais, on essaie vraiment de voir, mais c'est certain, il faut. Il faut. Mais je pense que je le vois vraiment, c'est juste my two cents de l'extérieur, on dirait que je le vois ultra organique, ultra juste sur quelqu'un à l'interne ou whatever, mais qui fait régulièrement des cocktails, puis que c'est tout le temps avec vos produits. Mais tu sais, avec comment qu'on est sur TikTok, Reels, avec tout YouTube Shorts, c'est tellement les gens, ils crave du contenu. Fait de juste voir des recettes tout le temps. J'ai plein d'amis qui font des recettes plus culinaires. Mais là, des recettes comme ça, moi, je serais du genre à le regarder parce que ça m'intéresse, la mixologie. Mais ce serait une espèce de organique. C'est pas nécessairement payant, c'est pas nécessairement... Puis après ça, quand vous êtes vraiment disponible en boutique, ben là, avoir une bonne grosse campagne d'influence. Mais tu sais, nous, on vit un petit peu la même affaire où est-ce que tant qu'on sera pas disponible dans une franchise complète, on mettra pas trop de budget dans le marketing comme ça d'influence qui est payante. Parce que c'est cool d'avoir des influenceurs, micro-influenceurs, etc. Mais lorsqu'ils en parlent, s'ils peuvent pas dire « Rendez-vous chez IGA pour trouver Mindblow », c'est pas nécessairement plus gagnant pour nous. Parce que là, les gens vont rechercher, mais vont pas nécessairement savoir où trouver. Ouais. Fait que je pense que, comme tu l'as dit, je pense que c'est un plan de match comme ça, puis que chaque affaire comme ça, mais je le vois vraiment. Moi, je verrais quelqu'un sur TikTok qui commencerait à faire des cocktails. Ouais. Ça attirerait mon attention. Puis ça n'aurait pas nécessairement besoin d'être un influenceur que je sais que vous avez payé pour quelqu'un même que je ne connaîtrais pas du tout, une de vous deux, whatever qui fait des cocktails, mais que ça devient comme une série. Moi, ça m'intéresse. C'est ça, exactement. Plus une série. C'est bon, ça va, ça. Pour nous aussi, vraiment behind the scenes, pour voir. Parce que, tu sais, souvent, les personnes vont voir les mix cocktails, puis ils vont voir, OK, c'est chimique ou quoi que ce soit, même si on dit que c'est organique, mais tu vois vraiment la façon qu'on fait tout ça. Même quand on a préparé pour les événements high-end, c'est nos événements qu'on fait, c'est high-end. On travaille beaucoup avec les gastronomies, on fait les dry ice, les helium foam et tout ça qu'on fait. T'sais, on peut commencer encore à faire des pop-up là-dessus, mais
ça s'en vient. Puis tu as vraiment fait behind the scenes sur ça. Il doit aussi y avoir un petit peu des testimonials des gens qu'on travaille avec aussi. Les petites entrevues. Ça, je pense que pour moi, je veux vraiment, pour Azilex aussi, je pense qu'on veut vraiment un marketing qui soit plus organique. Tu sais, quand on parle vraiment des influencers, c'est pas nécessairement un influencer qui fait comme, les produits, tout ça. C'est plus un influencer qui est plus une communauté. Ça, c'est comme important pour nous. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est comme vraiment allé au gym puis tout, puis il prend le ashwagandha, puis le maca, puis tout ça, puis il arrive le matin, puis « Oh my God, guys, j'essaie comme un ginger mix de maison cocktail, wow, puis il prépare sa journée, puis il amène le ginger mix au gym, puis tu sais, les choses comme ça, c'est comme, je trouve que, en fait, on essaie de travailler avec quel angle qu'on veut aller. Mais il y a beaucoup de choses à explorer. C'est le fun. Je pense c'est complexe, mais c'est le fun. Surtout, on veut être organisé dans comment on le fait. Tu sais, sans être trop rigide sur comment on le fait. Moi, j'ai toujours été fascinée par les réseaux sociaux. Puis, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, OK, je vais m'y mettre. Je vais faire des vidéos à tous les jours, faire des petites photos sur Instagram. Il y a 8 ans de ça, quand je travaillais au lab. Puis, tu sais, je voyais un peu les résultats, puis c'était cool. Puis après, il y a exemple, j'ai appris à faire pendant la pandémie des vidéos plus cinématiques, tu sais, mieux editing, comme... Ouais. C'est cool, tu sais, j'ai un petit peu de views, puis là, je fais une vidéo comme rien du tout, juste moi avec une mandoline en train de slice des concombres, pas de musique, pas rien, puis cette vidéo-là a genre 14 000 views, puis je suis comme, mais pourquoi la vidéo que j'ai travaillée pendant 2 heures, que j'ai comme passé 2 ans à apprendre comment utiliser une caméra, payé pour comme des editing programs, puis là, c'est celle-là qui marche le plus, tu sais. Puis juste des affaires comme ça que moi, je suis comme, tu sais quoi, je m'y connais pas à 100% là-dedans, mais je suis contente parce que maintenant, on a quelqu'un qui a l'air comme super bien organisé dans ça, puis qui nous guide vers... OK, ben il faut focus, guys, sur une chose à la fois. On va y aller avec ça, on va faire un plan, on va commencer, puis après ça, on va pouvoir explorer d'autres avenues. Je pense que c'est la répétition, c'est le storytelling, c'est le behind the scene, ou c'est un concept, comme on disait, des recettes, mais comme faut que ce soit tout le temps. Tu sais, j'ai un peu la même chose, là. Des fois, je fais des vidéos, puis on dirait que ça devrait pogner, puis ça pogne pas. J'en fais un autre de comme, le livreur vient de dropper 6 palettes devant ma porte de garage, il les a pas rentrées en dedans, faut qu'on rentre tout à bras, whatever. 14 000 vues dans les affaires, ou comme... Les gens, je pense, sont curieux, mais quand il y a un storytelling, ou il y a quelque chose qui leur donne envie de commenter ou quelque chose, c'est comme là, j'en ai qui riaient de moi, j'en ai qui étaient d'accord, qui n'étaient pas d'accord, mais qui étaient comme compatissants, whatever. Fait que je pense que... Je sais pas, c'est un drôle d'air. Faut accrocher l'attention des gens, mais tu sais, on peut faire ça de plein de façons différentes. Ça peut être très niaiseux, mais après ça, on veut que notre branding reflète un peu à travers ce qu'on fait aussi. C'est de trouver le bon angle puis la bonne stratégie pour justement aller atteindre les deux en même temps. Là, mais... On va commencer à danser. C'est vraiment ça. Là, faire des TikTok dance. On fait les TikTok dance. Une petite chanson, un petit dance. Là, merci beaucoup. C'était vraiment super passionnant de vous recevoir aujourd'hui. C'est délicieux. J'aime vraiment énormément ça. Puis dès que vous avez le B2C, je vais courir m'en acheter avec grand plaisir. Merci. C'est le plus grand des succès. Techniquement, en ce moment, on ne peut pas retrouver Maison Cocktail. Comme j'ai dit, là, moi, je ne pourrais pas en acheter si je ne suis pas un restaurateur. Right? Pour l'instant, oui. Okay. Mais... À suivre. Moi, je pense que à partir... avant Noël, ça se peut que vous pouvez acheter comme les formats comme ça dans une petite boîte. Ça se peut peut-être, on va collaborer peut-être avec d'autres. Ça va être peut-être Hendrix ou Fever Tree. On verra. Mais ça va être accessible, oui, à partir de ça. Fait que je pense que la bonne chose à faire serait peut-être de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Maison Cocktail Inc., sur LinkedIn, peu importe, sur notre site web, www.maisoncocktail.com. On commence à travailler sur nos LinkedIn aussi, puis les TikTok, ça s'en vient avec le TikTok. Puis dès que ça va être disponible, c'est sûr que ça va être annoncé. Je verrai un petit événement Maison Cocktail à l'apéro. Oui! Tu connais ça, l'apéro, Dominique Gabias? Oh! Il est venu la semaine passée, 2 semaines, 3 semaines, whatever. Okay. À l'apéro, je ne sais pas si vous connaissez les plateaux comme charcuterie et boucher.
Incroyable, mais si jamais je peux vous mettre en contact aussi, Ça pourrait être nice. Ça va être des nice. très, très beaux événements délicieux aussi. Fait que merci beaucoup, mesdames. Puis le Merci, plus grand succès. merci. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et comme d'habitude, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys. That's it. Cool. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.